On va continuer, donc me revient de présenter Alain Vaillant, que vous connaissez beaucoup déjà, qui est professeur de littérature française du XIXe siècle à l'Université de Nanterre. Alors je ne peux pas vous citer l'ensemble des livres d'Alain parce qu'il en a écrit plus d'une vingtaine, mais ses recherches se regroupent en plusieurs pôles. Alain Vaillant a écrit plusieurs monographies critiques, par exemple sur Baudelaire, poète comique en 2007, sur Flaubert aussi, le vôtre Flaubert en 2013, ou sur Rimbaud dont il a dirigé le dictionnaire paru en 2021. Il a aussi beaucoup travaillé sur la question du romantisme et sur la crise romantique, avec un ouvrage qui s'appelle La crise de la littérature, romantisme et modernité, paru en 2005, que je ne saurais trop vous recommander, mais aussi le dictionnaire du romantisme, il a dirigé le dictionnaire du romantisme en 2012, et puis il a fait paraître aussi une introduction globale extrêmement utile qui s'appelle « Qu'est-ce que le romantisme ?», paru en 2016. Un autre des pôles de recherche d'Alain concerne le rôle de la presse au XIXe siècle. C'est lui qui a initié toutes les recherches autour des relations entre la littérature et le monde de la presse et du journal, avec par exemple 1836 en 1 de l'ère médiatique, ou bien Presse et plume, journalisme et littérature au XIXe siècle, les deux en collaboration avec Marie-Ève Ferranti, ou bien alors il a participé à une énorme somme passionnante qui s'appelle la civilisation du journal, histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle. Donc avec Marie-Ève Ferranti encore, Dominique Khalifa et Philippe Régnier. Dernièrement, il a publié aussi de très nombreuses études autour du rire, notamment la civilisation du rire en 2016 et l'empire du rire en 2021 avec Mathieu Letourneux, qui est lui aussi professeur ici. Mais comme Alain Vaillant élargit sans arrêt l'objet de ses recherches, il a aussi publié en 2021 un livre intitulé « L'Anthropocène, ou l'âge de l'addiction cognitive » qui est presque une sorte d'essai d'histoire anthropologique. Donc voilà, je lui laisse la parole sur l'auteur pour une communication qu'il a intitulée « Auctor absconditus ». Merci pour cette présentation. Elle est si longue, je ne sais pas si je peux parler maintenant, tout le temps été pris. Voilà, je vous montrerai autre chose que mon fond d'écran, et je vous laisse méditer pour savoir s'il est épique ou parodique. Donc, Auctor absconditus, chacun aura reconnu le pastiche de la formule biblique, Deus absconditus, Dieu est caché, il est inconnaissable, pour la raison infirme des hommes, hors de portée de toute connaissance humaine, et il en va de même de l'auteur. L'auteur est à la fois littéralement déterminant, pas d'œuvre sans auteur, bien sûr, mais désespérément invisible dans les textes qu'il a produits, sauf si, bien entendu, l'auteur y parle de lui-même, mais cet auteur raconté n'est alors qu'un élément parmi d'autres du tissu textuel, et d'ailleurs la pulsion autobiographique qui est si frappante dans la littérature contemporaine est un phénomène très récent et plutôt en rupture avec la modestie qui convenait naguère à la posture d'auteur, et d'ailleurs d'être humain en général, en dehors de lieux particuliers comme la préface. Que faire donc de l'auteur dans la théorie littéraire et en histoire littéraire? Cette question, constamment répétée, est devenue le véritable pontosane de la théorie littéraire, au moins depuis 2 siècles. Pour la France, on peut rappeler cette histoire bicentenaire avec 3 noms d'écrivains célèbres qui l'ont particulièrement illustré, Sainte-Beuve, Proust, Barthes. Vous les connaissez tous et je ne fais donc ici qu'évoquer pour vous des souvenirs de cours. Mais je vais commencer par cela parce que j'en ai besoin. La pensée de Sainte-Beuve peut se résumer en une formule et en 3 idées tirées de son article paru dans le Constitutionnel du lundi 21 juillet 1862 et intitulé « Chateaubriand jugé par un ami intime en 1862 ». Alors voici donc la formule surlignée sur l'écran. La littérature, la production littéraire n'est point pour moi distincte, ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. Je puis goûter une œuvre, mais il m'est difficile de la juger indépendamment de la connaissance de l'homme même, et je dirais volontiers, tel arbre, tel fruit. Quant aux 3 idées, les voici. Donc, premièrement, la vraie compréhension d'une œuvre passe par celle psychologique et morale, comme on disait au temps de Sainte-Beuve, de son auteur. Deuxième idée, un auteur est toujours le produit d'un groupe, d'un travail collectif. Alors je laisse de côté cette idée
qui ne nous concerne pas aujourd'hui, même si elle est sans doute la plus intéressante et annonce la sociologie littéraire des groupes restreints telle qu'elle est pratiquée par la sociologie littéraire. Troisième idée, très souvent, l'auteur se cache derrière son œuvre, qui fonctionne comme un masque qu'il faudrait écarter pour retrouver l'auteur. Je cite, très souvent un auteur en écrivant se jette dans l'excès, dans l'affectation opposée à son vice, à son penchant secret, pour le dissimuler et le couvrir. Alors l'œuvre deviendrait donc un obstacle pour la connaissance de son auteur, et c'est cette idée évidemment absurde qui voit à Sandburg le dédain dans lequel il est tombé aujourd'hui, car évidemment si on décide d'enlever l'œuvre, pourquoi s'intéresser à son auteur? On va dire là ça relève l'idiosyncrasie psychologique de Sandburg, dont je pourrais vous parler, enfin bon, c'est pas l'objet, je vais pas parler de l'auteur Sandburg. Donc c'est cette idée absurde d'ailleurs qui explique le reproche fait par Proust à Sandburg dans un exercice d'éreintage connu sous le titre Contre Sandburg. Cette fois je retiendrai deux idées principales. Premièrement, Proust ne renie absolument pas l'auteur, bien au contraire. La lecture, selon lui, est précisément un exercice de recréation de l'auteur par l'imagination du lecteur, en toute connivence avec le moi de l'auteur qu'il imagine à travers son texte. C'est ce que la théorie appelle maintenant l'auteur implicite ou l'auteur impliqué. Donc, c'est la phrase, ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. Comme le dira Georges Poulet, à propos de la critique, il n'y a de véritable critique sans la coïncidence de deux consciences. Alors la deuxième idée, bien que contre-intuitive, est moins commentée, mais absolument lumineuse. Dans la conversation, même menée avec l'ami là où le plus intime, vous n'êtes pas sincèrement complètement vous-même, puisque vous composez votre parole en fonction de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Et paradoxalement, c'est l'intimité qui vous relie à cet autre qui vous empêche d'être vous-même. Pense Proust. Au contraire, l'œuvre publiée précisément parce qu'elle s'adresse à un public, c'est-à-dire à personne en particulier, oblige l'auteur à être face à lui-même, sans intermédiaire, et donc à se dévoiler le plus totalement. C'est ce silence de la nuit dont il était question ce matin. La véritable éviction de l'auteur, on la doit donc à l'article célébrissime de Roland Barthes, La mort de l'auteur, publié en 1968, et comme souvent chez Barthes, la pensée est plus séduisante que profonde et aboutit à cette formule en forme de slogan 68 art, vous la connaissez tous, pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe, la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Donc si vous voulez un bel héritage de ce texte, il faut lire le texte de Foucault sur qu'est-ce qu'un auteur, et c'est la critique qu'il fait de l'écriture comme une sorte de résurgence de l'auteur sous une autre forme. Mort de l'auteur, mort du père, on voit bien l'intention provocatrice de ce parricide symbolique sur fond de contestation généralisée, dont la dimension psychanalytique est d'ailleurs sans doute encore plus importante que sa dimension littéraire pour Barthes. Pour en rester à la théorie littéraire, la thèse de Barthes se résume à un truisme que tout le monde, je crois, peut approuver, et que tout le monde a d'ailleurs toujours approuvé. Lorsque vous lisez un poème, un roman, quelque œuvre littéraire que ce soit, votre plaisir de pensée, d'imagination ou d'émotion découle de cette relation que vous établissez entre cette œuvre et vous, et naturellement, vous mettez l'auteur de côté, même si indirectement, l'idée que vous en faites peut agir souterrainement sur vous. De façon générale, le plaisir esthétique implique par nature la pure contemplation de l'œuvre à l'exclusion de toute autre chose, même si, je le répète, ce plaisir lui-même peut nous amener, comme le disait Proust, à imaginer l'auteur. Et c'est la très grande différence entre un écrivain qui écrit pour un public et qui ne revendique aucune autre légitimité que celle que lui confèrent ses œuvres, et toutes les autres formes de communication qui découlent de l'autorité sociale de celui qui parle ou écrit, l'autorité du professeur, du juge, du prêtre, de l'homme politique. Par exemple, ma collègue a expliqué pourquoi vous deviez nous écouter successivement, Philippe Lefour et moi, parce qu'on est censé savoir de quoi nous parlons compte tenu du statut social que l'on a. Un écrivain est nu devant son public, et c'est évidemment la différence essentielle. Voilà en gros ce que l'on peut comprendre de la formule barthésienne, mais le slogan barthésien de la mort de l'auteur, par son succès prodigieux et par le prestige de son auteur lui-même, a pesé très lourd pendant très longtemps sur la théorie littéraire et par voie de conséquence sur l'enseignement de la littérature, pour deux raisons en particulier. Petite parenthèse sur cette question de la mise entre parenthèses de l'auteur. Bon, c'est plus compliqué en réalité parce que le processus de canonisation, justement, fait que s'interpose entre vous et l'œuvre canonique que vous connaissez, cette autorité, bien sûr, que la postérité a accordée à l'auteur. Un exemple que je prends toujours, c'est que Baudelaire, je suis un peu baudelairien, a écrit un chef-d'œuvre qui est
les fleurs du mal, et puis il a écrit aussi des petits textes en prose réunis sous le titre de Spleen de Paris. Il est évident pour les contemporains que le grand œuvre de Baudelaire, ce sont les fleurs du mal. Mais désormais, il y a une telle aura autour de Baudelaire que quasiment on assiste presque à l'éviction des fleurs du mal par le Spleen de Paris, ce qui est assez cocasse. Mais bon, je vais faire cette parenthèse. Donc deux raisons en particulier pour expliquer cet effet de la formule barthésienne sur la théorie. Premièrement, il s'en est suivi un véritable tabou qui a littéralement interdit pendant des décennies de parler d'auteur, et Gérard Genette y a de surcroît apporté de façon décisive son autorité de narratologue. Il a notamment été longtemps interdit, lorsque l'on analysait un roman, de faire allusion à l'auteur, ce qui passait pour un signe de constante naïveté. On disait attention, parler du narrateur et non pas de l'auteur. Et même s'il n'y a pas de narrateur visible, ce qui est le cas dans tous les romans à la troisième personne. Il fallait alors supposer un narrateur implicite. Alors je ne vais pas ici entrer dans le détail d'un débat théorique entre linguistes et narratologues, débat long et complexe, mais disons que cette conception élargie du narrateur a depuis longtemps été battue en brèche, et je me place du côté de ce que l'on appelle les théories non communicationnelles du récit, que connaît très bien Sheri Naïm. Disons qu'elle postule que s'il n'y a pas de narrateur décelable au sens linguistique du terme, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de narrateur. Les tenants de ces théories, surtout développées aux États-Unis, concluent donc qu'il y a des récits sans narrateur ou des phrases sans parole, pour reprendre le titre du livre d'Anne Banfield, publié au Seuil en 1995. Soit par exemple la phrase « Napoléon fut vaincu à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815 », la phrase est énoncée comme un pur énoncé historique, pour reprendre la distinction d'Avéniste, sans être prise en charge par un narrateur. Et donc, pas la peine de dire qu'il y a un narrateur implicite, puisque linguistiquement, il n'y a pas de narrateur. Et si je dis Napoléon fut vaincu à la malheureuse bataille de Waterloo le 18 juin 1815, il n'y a pas plus de narrateur, mais on devine que celui qui a écrit la phrase est bien triste de cette défaite. Et celui qui est triste de cette défaite, c'est l'auteur, tout bêtement. Il n'y a donc pas plus de narrateur, mais on perçoit la présence d'une subjectivité qui est celle de l'auteur à travers des subjectivèmes détectables à la surface du texte. Car s'il n'y a pas toujours un narrateur, ou un narrateur visible, il y a forcément toujours un auteur, le fabricant du texte, et c'est évidemment à lui qu'il est logique de rapporter tout ce que l'on peut y trouver. En bref, il est finalement beaucoup plus raisonnable de désigner un auteur dont l'action déterminante est incontestable pour la réalité du texte que d'imaginer un narrateur fantomatique. Deuxième conséquence de la formule barthésienne, en réalité, le tabou barthésien résulte d'une confusion entretenue systématiquement entre la lecture faite par le public, par tout lecteur, et le commentaire du spécialiste, de l'analyste, du professeur. Le lecteur, je l'ai dit, lit le texte, et pour donner libre cours à son plaisir esthétique, écarte l'auteur. Et moi-même, comme commentateur, je me garderai bien d'intervenir entre les lecteurs et ce texte. Je ne dis jamais à mes étudiants, si on avait ici, ils pourraient en attester, je ne dis jamais à mes étudiants ce qu'ils doivent lire, et encore moins ce qu'ils doivent ressentir. En lisant un texte littéraire, ça regarde leur vie personnelle, et je n'ai pas à entrer dans leur intimité. Tout au plus, je me permets de signaler les fautes d'interprétation littérale, d'ordre syntaxique ou lexical, et encore, après tout pourvu qu'il y ait du plaisir, mais enfin, comme il n'y a pas de plaisir à avoir une mauvaise note à cause de ces fautes, disons qu'il est de ma responsabilité de professeur de les signaler. Autrement dit, comme spécialiste, je ne me perçois nullement comme un superlecteur. En revanche, mais cela est toute autre chose, je peux, comme spécialiste, donner des indications sur le processus de création, de fabrication qu'a suivi l'auteur, et dont son texte fournit des indices plus ou moins repérables. Alors plutôt que de rester dans les généralités des théories, je vais vous donner un exemple. En fait, je vais offrir le plaisir de vous présenter mes deux trouvailles d'herméneutique octoriale, enfin mes deux trouvailles les plus rigolotes. La première concerne un poème des Fleurs du Mal, Les Phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Bon, ici dans ce poème, donc, Baudelaire énumère les grandes figures d'artistes qu'il vénère, Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre, des glaciers et des pins qui ferment leur pays, etc. Bon, il passe en vue, donc, Michel-Ange, Watteau, Goliath, Delacroix, etc. Et puis, donc, à la fin, trois strophes finales,
ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit parmi le labyrinthe, c'est pour les cœurs mortels, un divin opium, c'est un cri répété parmi le sentinelle, etc. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Donc l'art, c'est pas d'éternité tout de même, mais on s'en rapproche, on est presque à l'éternité, puisque Baudelaire sait bien que l'art, c'est tout de même quelque chose de matériel. Donc, vous avez dans chaque strophe le nom de l'artiste et puis un quatrain qui caractérise l'artiste. Ah non, il y a une exception. L'exception, c'est la strophe 1, 2, 3, 4, 5. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique, empereur des forçats. Là, c'est étonnant parce que donc, là, vous voyez que le nom d'artiste, il est dans le dernier vers, Puget. Le président Puget, c'est pas un peintre, d'ailleurs, c'est un sculpteur. Il faut avouer tout de même qu'on connaît un peu moins Puget que Rembrandt, Michel-Ange, Léonard de Vinci, etc., etc. À moins que, reprenons, allons au premier vers, colère de boxeur, impudence de faune, et lisez-moi le premier hémistiche à l'envers, et je lis Sœur Baudelaire Co. Et en fait, cette strophe, Baudelaire parle de lui-même. Et je pourrais prendre la description, homme débile et jaune, mélancolie, grand cœur gonflé d'orgueil, etc. C'est une sorte de représentation d'autodérision de lui-même, et il s'est inclus de fait dans son texte. C'est pas un effet de lecture, enfin bon, c'est, comment dirais-je, c'est une sorte de décryptage. Donc ce dont il est cause à travers cette lecture, ce n'est nullement la liberté du lecteur. Les lecteurs continueront à lire comme ils veulent les phares de Baudelaire, et vous avez d'ailleurs des dizaines d'interprétations du poème, écrites par des critiques et des baudelairiens absolument admirables, qui ne voient pas la malice volontaire de Baudelaire, et cela ne pose aucun problème. Je ne vous impose pas de lire cela, car contrairement à ce que dit Barthes, il y a moins une contre-vérité flagrante dans son article polémique. Barthes prétend que la critique fonde sa propre autorité sur le prestige qu'il accorde à l'auteur, et que les critiques avaient intérêt à dire l'auteur est important, parce que ça pouvait leur asseoir leur autorité. Mais non, au contraire, si une fois pour toutes on dit ce qu'a voulu dire un auteur dans une œuvre, ça met tous les commentateurs évidemment au chômage. Le fait de dire que l'auteur n'existe pas et qu'on peut commenter le texte à l'infini, c'est évidemment tout gagner, tout bénéfice pour les professeurs, et ce n'est pas un hasard si cette doctrine correspond à l'âge où il y a une multiplication de la démographie des étudiants, où il y a beaucoup de professeurs, d'universitaires qui se saisissent de la littérature, et au contraire, en tuant l'auteur, le père, donc. Donc, moi, lorsque j'explique les phares comme je l'ai fait il y a un instant, je n'explique pas ce que veut dire l'auteur, après tout, cela ne nous regarde pas, mais ce qu'il a voulu faire et ce qu'il a fait réellement. Je dis, il a fait cela. Il a fait cela, et je crois l'avoir montré. Autrement dit, je fais ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire, de la poétique octoriale. J'explique un processus d'élaboration de l'œuvre par l'auteur. La question de l'intention octoriale n'est pas celle de l'interprétation, mais de la genèse. Repérer l'intention de l'auteur ne veut pas dire qu'on soit obligé de suivre ce qu'il a voulu dire. Et il est vrai aussi d'ailleurs que l'auteur lui-même ne sait pas toujours exactement ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. C'est exactement ce qu'a montré mon collègue à propos de ce qu'il y a de démocratique, possiblement parce qu'il y a des personnes modestes dans les romans de Flaubert. Après tout, que Flaubert soit démocrate ou pas, ça ne change rien à la présence de ce personnel nouveau dans le roman. Là encore, évitons les faux problèmes. Peut-être que l'auteur ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais c'est quand même déjà bien de savoir ce qu'il a voulu faire, au moins, avant d'aller plus loin, et avant de se demander ce qu'il a fait sans le savoir. En somme, nous sommes comme commentateurs, exactement comme un historien de l'art, qui est capable de repérer des processus de composition et de réalisation du tableau à partir des multiples indices présents sur la toile, ni plus ni moins. Alors, cette politique octoriale, dont je viens très brièvement, parce que bon, je peux en parler beaucoup plus longuement, dont je viens très brièvement d'esquisser à grands traits les principes, vaut évidemment pour toute époque. Mais il est vrai qu'elle s'impose tout particulièrement à l'ère de la modernité, disons, à partir de la Révolution française. On va aller très vite. Lorsque nous lisons Montaigne ou Rousseau, nous n'avons pas à chercher l'auteur, puisqu'il semble s'adresser directement à nous, son public. Et même dans les romans, lorsque l'écrivain ne nous interpelle pas
comme dans Jacques le Fataliste, il y a toujours une préface où un jeu identifiable à l'auteur s'explique sur le roman donné à la lecture, qu'il s'agisse de lettres prétendument réunies comme dans les Liaisons dangereuses ou de mémoires trouvées par hasard. En fait, au moins depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge classique compris, la littérature est globalement considérée comme une forme de discours. Ce sont des choses qui ont été abordées par Alain Brune pendant la première communication de ce matin. Discours non pas au sens linguistique le plus général, selon lequel le discours désigne toute actualisation concrète de la langue, mais parce que dans les textes littéraires, un auteur y prenait toujours la parole. Cette discursivité constitutive explique d'ailleurs le lien historique qui unissait alors la littérature et la rhétorique. Sous les formes les plus variées, aussi variées que le sont les genres et sous-genres de la rhétorique, éloquence privée, publique, sacrée, etc., la littérature a ainsi offert pendant des siècles la version scripturale de la parole. Et dans mon propre jargon théorique, et donc j'appelle littérature-discours cette littérature donc en vigueur jusqu'à la fin de l'âge classique. Mais il est vrai que, à partir du XIXe siècle, cette rhétoricité littéraire a fait l'objet d'une profonde remise en cause. En effet, la mutation majeure observable dans l'histoire littéraire survient à partir de la Révolution en France et surtout de la Révolution de 1830, à la fin de la brève tentative de restauration de la monarchie d'Ancien Régime. Dans une économie de la culture désormais régie par les libres lois du marché de l'imprimé, la littérature cesse d'être essentiellement considérée comme la mise en forme esthétique d'un discours, c'est-à-dire d'une parole adressée à un destinataire, selon le double modèle de l'éloquence antique et de la culture d'Ancien Régime, pour être défini comme texte donné à lire à un public indifférencié par le biais des nouvelles structures de diffusion de l'imprimé public, c'est-à-dire le livre, mais aussi, en effet, le journal. Imprimé public qui s'arroge alors la fonction médiatrice, traditionnellement dévolue à la communication littérature. Et c'est là où le modèle du discours laisse sa place au modèle du texte, et où la lecture, comme processus d'appropriation de l'œuvre littéraire, de la chose littéraire par un lecteur, devient absolument centrale d'un point de vue esthétique et d'un point de vue cognitif. L'écrivain n'est plus un homme de discours, mais un fournisseur de textes, alimentant l'industrie culturelle de l'imprimé. Et c'est pourquoi, donc, pour qualifier cette mutation littéraire fondamentale qui change la perception globale du phénomène littéraire, selon sa nature elle-même, donc j'ai parlé du passage de la littérature-discours à la littérature-texte. C'est d'ailleurs de ce moment très précisément que date l'apparition de lieux communs qui ne cesseront de hanter la scène littéraire, notamment l'idée d'un divorce inévitable entre l'écrivain et son public, d'une insatisfaction, d'une solitude, d'une mélancolie inhérente à la vocation d'auteur. Cette idée n'existait absolument pas avant, car l'écrivain, obligé de se plier à la demande des éditeurs et du public, se sent désormais en porte-à-faux par rapport à son propre projet littéraire, qui est toujours, peu ou prou, de faire entendre sa voix singulière, pour en faire une œuvre personnelle. Cependant, sur le terrain concret de l'écriture, il s'ensuit que l'écrivain, s'il veut persister à tenir un discours à l'intérieur du texte et à faire entendre sa voix, or l'écrivain reste par vocation un homme de parole, doit trouver les moyens d'inscrire sa présence auctoriale et, pour ainsi dire, de faire entendre sa voix dans le texte même. Mais il le fait indirectement par des procédés proprement littéraires qui permettent de disséminer dans la texture des œuvres les indices d'une instance énonciative chargée de figurer l'auteur. Or, il s'agit là d'une rupture majeure qui va déterminer les principales orientations formelles de notre modernité littéraire qui ont toutes partie liées à cette présence latente de l'œuvre, de l'auteur dans ses œuvres. Et donc, j'ai proposé d'appeler subjectivation, en adoptant un terme bien connu de la psychologie, l'ensemble de ces procédures d'inscription octoriale. Concrètement, l'auteur tend à opacifier et à densifier son écriture afin de rendre perceptible, sous la surface du texte, sa voix singulière. Il suffit de lire à la suite n'importe quel texte du XVIIIe siècle, par exemple une page de Balzac, de Baudelaire ou de Flaubert, pour sentir immédiatement que l'on a changé d'univers littéraire. L'auteur est désormais, à cette époque, comme un tout autre, bien présent dans ses œuvres, mais il y est désormais, je le répète, caché, presque clandestinement, à travers sa manière d'écrire. Il s'ensuit une véritable poétique de la subjectivation que l'on peut schématiquement décrire à partir de ces 5 traits principaux. Le premier trait, qui est aussi le plus universellement présent, est l'émergence de la notion de style d'auteur. Parce que la parole subjective d'un auteur énonciateur n'a plus sa place en tant que telle dans l'esthétique de la littérature-discours,
découlant, je le répète, du rôle désormais central pris par le livre dans la communication littéraire, tout se passe comme si le sujet, interdit d'apparaître sur le plan énonciatif, se trouvait disséminé et secrètement logé dans tous les plis d'énoncé, si bien que sa présence en devient à la fois invisible et immensément amplifiée pour le lecteur qui sait la rechercher et qui veut s'en donner la peine. Lisant une page de Flaubert, d'un de ses romans où Flaubert a pourtant poussé, on le sait bien, à l'extrême, l'esthétique de l'impersonnalisation, le lecteur se dit, c'est du Flaubert, parce qu'il sent partout, à travers une infinité de signes dont aucun ne signale expressément un quelconque scripteur, la présence de Flaubert figurée par son texte. Parce qu'il repère une étrange conformité entre l'œuvre, sa forme, son univers, son style, ainsi que ses silences mêmes et son auteur. Flaubert nous conduit naturellement au deuxième trait, bien connu. Confronté à la logique moderne de la littérature texte, l'écrivain découvre que, pour persister à parler en son nom propre, il doit le faire de façon indirecte. Indirecte parce que c'est en représentant le monde que l'auteur de littérature parviendra, par toutes sortes de manœuvres latentes, à tenir son discours singulier. Mais il lui faudra, pour parler encore, dire les choses sans les dire vraiment, ou en feignant de ne pas les dire, ou en paraissant faire tout autre chose, ou dire tout autre chose. Il se constitue ainsi une véritable rhétorique de l'indirection, qui est la marque la plus visible et la plus reconnaissable de l'esthétique moderne, de l'écriture, et qui arrive à son plus haut degré de raffinement avec la célèbre impersonnalité flaubertienne. Quand on arrive à cette sorte de dogme de l'esthétique littéraire, moins un écrivain dit explicitement ce qu'il a à dire, plus c'est un grand écrivain. Il y a une sorte de lâcheté littéraire qui devient une sorte de marque du génie. Lorsque Rousseau a quelque chose à dire, il prend 10 pages, 20 pages, un livre entier, il le dit. Mais c'est très étonnant qu'à partir de là, l'implicitation est une marque de qualité littéraire. Donc on suppose que si l'écrivain ne dit rien, c'est qu'il dit plein d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on prend une œuvre littéraire et qu'on trouve plein de lapins et qu'on sort du chapeau de l'œuvre, puisque le fait qu'il n'y a rien dans le texte prouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est ce qui est vrai parfois, mais pas toujours. Car l'indirection, donc, permet de tenir un discours alors même qu'on paraît ne pas même parler, de transmuer du texte, un roman par exemple, écrit à la troisième personne et qui déroule silencieusement le fil de ses péripéties, en discours profondément subjectif. Alors, le célèbre style indirect libre dont Flaubert fut le premier à faire un usage systématique n'est que l'application la plus repérable de nos directions. Linguistiquement, le procédé est facile à décrire et consiste à rapporter les paroles ou les pensées d'un personnage, non au présent et à la première personne ainsi qu'on le ferait au style direct, mais à l'imparfait, à la troisième personne, comme si le personnage parallèle pensait par l'entremise de l'auteur, sans que pour autant cette dépendance soit marquée par un verbe déclaratif. Mais les choses sont loin d'être aussi simples. En réalité, lorsque la narration emprunte à un personnage ses propres mots, elle se les incorpore pour mieux se confondre avec lui. Elle ne donne pas au personnage le droit à la parole, comme elle le ferait en recourant au style direct, mais elle annexe son langage, ce qui est tout autre chose que son discours, pour se donner les moyens de parler, de penser, et finalement de se représenter à sa place. De se représenter, là je pense à l'auteur. Dans le moment réaliste à la troisième personne, l'auteur est ainsi secrètement présent par les mondes qu'il crée et par les fictions qu'il montre, sans presque jamais se dévoiler lui-même. Il n'a de cesse de vouloir imposer au lecteur son regard singulier sur le monde et de dessiner en creux sa propre figure. De ce point de vue, il est clair que les chefs-d'œuvre du réalisme, considérés comme tels et indépendamment de tout jugement esthétique, sont ceux qui parviennent à imposer le plus puissamment la sensation et l'idée de cette présence octoriale et d'en tracer les contours grâce aux matériaux de la fiction. Je pense à la citation que tu donnais, Flaubert, qui écrit à Jules Sand en disant le pire, c'est que si on donne son opinion, on risque de passer pour un imbécile un jour. Mais je trouve qu'un écrivain doit assumer le risque de passer pour un imbécile. C'est ce que fait Victor Hugo pendant toute son œuvre. Et je trouve que c'est la grandeur d'un écrivain d'oser paraître être un imbécile. Bien sûr, il y a beaucoup d'ironie malicieuse dans la personnalité flaubertienne, et j'en viens au troisième trait de cette poétique de la subjectivation octoriale. Comme le note Baudelaire dans son essai de naissance du rire, en 1855, le rire est toujours dans le rieur, non dans la chose risible. De surcroît, si le rieur rit de quelque chose, c'est que derrière cette chose, il sait ou soupçonne la présence d'un autre rieur pour lequel il éprouve un sentiment diffus de complicité. Le rire impose le principe d'une relation interpersonnelle et la reconnaissance de l'autre. On rit toujours avec quelqu'un. C'est pas qu'on ne rit pas seul, sauf lorsqu'on veut oublier qu'on est seul et qu'on veut imaginer qu'on est avec quelqu'un. Tout rire est rire de connivence.
Même lorsqu'on rit seul, on rit donc de ce savoir rire, une part de soi se réjouissant de rire de l'autre part, et le rire se nourrit de la jouissance ressentie à ce dédoublement solitaire. Donc dans le cas d'un rire artistiquement élaboré par un écrivain, un dramaturge, un comédien, un peintre, etc., l'œuvre comique enclenche un processus qui conduit à s'imaginer le rieur derrière le texte, la performance ou l'image. L'ironie est donc le principal instrument de la subjectivation octoriale. Il suffit que le lecteur repère une quelconque incongruité potentiellement risible pour qu'il soupçonne une manipulation volontaire et que plus généralement, il se pose la question de l'intentionnalité, qu'il fasse l'hypothèse d'un projet octorial dont l'œuvre fournirait les indices formels. Et quand on sent effectivement que Flaubert ironise, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire Flaubert? Et même si en réalité il ne veut pas ironiser, se moquer, mais qu'il a un rapport compassionnel, c'est l'ironie qui a créé ce trouble et qui fait qu'on regarde avec attention ce dont il parle, tel ou tel personnage, telle ou telle scène. Et c'est pourquoi toutes les œuvres majeures de la modernité, au XIXe siècle, ont intégré le rire à leur poétique sous la forme de l'ironie, de la parodie, ou même, par exemple, chez Balzac, Hugo ou Rimbaud, de la blague ou du calembour, et lui ont assigné une fonction proprement structurante. J'avais des heures et des heures, je ferai la démonstration pour tous ces auteurs, mais je dirais simplement que la sous-estimation de la place du rire dans la poétique littéraire moderne, depuis au XIXe siècle en tout cas, me semble être une des grandes lacunes de la critique littéraire universitaire, parce que j'aime citer ce mot de Victor Hugo, qui dit de nous les professeurs que nous sommes des pédagogues tristes. Et il y a un peu de ça, en ne voulant pas voir ce rire qui court comme ça sous des textes, qui n'est pas pour faire rire, qui est fait pour établir une connivence qui peut être lyrique et émotionnelle, justement. Hein, on voyait les citations de Flaubert qui disait que ce comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague. Et il faut prendre le mot de lyrisme au sens le plus profond. Alors le quatrième mécanisme de subjectivation octoriale concerne cette fois exclusivement la poésie. Très logiquement, les trois premiers procédés qui viennent d'être passés en revue, le style d'auteur, l'indirection, le rire, sont mis en œuvre de manière particulièrement concentrée et ostensible en poésie. À bien des égards, la poésie apparaît même dans un monde des lettres soumis au poids écrasant des nouvelles industries culturelles de l'imprimé, comme le conservatoire de l'ancienne littérature-discours. Conservatoire toujours menacé d'obsolescence, mais aussi par une réaction bien prévisible, conservatoire toujours plus solennalisé et sacralisé, jusqu'à cette mystique profane du lyrisme qui forme l'essentiel du discours contemporain sur la poésie, au moins depuis Mallarmé. Au cœur de l'univers de l'imprimé public, la poésie et cet îlot discursif, il est encore possible, et même requis, de parler à la première personne. Sa vertu proprement artistique est de constituer en œuvre littéraire ce discours du jeu, J-E, auquel se reconnaît désormais, plus qu'à tout autre signe, le fait poétique. Cependant, si le poète est bien cette sorte d'écrivain qui persiste à dire « je », le jeu du lyrisme moderne n'a plus grand-chose à voir avec le jeu de la littérature de l'âge classique, parce qu'on n'a jamais... Dans la poésie du XVIIIe siècle, on dit « je » tout le temps, hein, c'est pas le jeu qui est important et qui est nouveau, c'est évidemment ce que le jeu représente. Le poète moderne est, ou du moins se veut, non plus seulement l'expression de la pensée du poète, mais la manifestation par et dans le texte du poète lui-même. Hein, d'où ce mythe du poète Jésus à cause de cette idée de l'Eucharistie, la sensation, etc. Dans un monde moderne qui semble voué à la prose du roman, la pratique du vers manifeste la volonté persistante de l'écrivain de faire entendre sa voix singulière, formellement reconnaissable à ses marques stylistiques. Le vers cesse d'être seulement... Alors le vers, que ce soit le vers ou le vers libre, parce que ce que je dis là caractérise tout à fait bien la poésie contemporaine non versifiée. Le vers cesse d'être seulement l'instrument plus ou moins habilement manié d'une éloquence métrifiée, ce qu'il était jusque-là, pour devenir un matériau proprement artistique, donc grâce à la concentration et à la maîtrise toujours croissante des processus poétiques, tous les éléments semblent contenir la signature de leur auteur, le vers, la césure, le mot, la syntaxe, la syllabe, le son, etc. Enfin, le cinquième mécanisme se trouve mis en œuvre à des degrés divers dans tout texte littéraire, au moins jusqu'au XXIe siècle, on compris, et découle d'ailleurs en partie des quatre autres. L'œuvre moderne, d'une manière ou d'une autre, tend à perturber le processus d'interprétation, s'opacifie, comme pour retenir l'attention du lecteur. Tout se passe comme si l'écrivain, intégré malgré lui dans le système de la communication publique et interdit de s'adresser à son lecteur, voulait retenir son attention en multipliant les ambiguïtés et les doutes interprétatifs.
moins l'auteur est compris, plus il va être lu attentivement, et donc plus paradoxalement il établit un lien avec son lecteur. C'est le contraire du classicisme. Classicisme, la clarté était faite pour que le lien soit immédiat aussi entre celui qui parle et celui qui écoute. Bien, l'obscurité joue exactement le même rôle, devient un classicisme inversé pour la littérature contemporaine. Parallèlement, ce que l'énoncé perd en intelligibilité exauce en effet d'autant la figure de l'auteur, car c'est ce dernier qui piège le lecteur par ses ruses et ses pièges. Toute démarche herméneutique remonte nécessairement jusqu'au scripteur. L'œuvre littéraire réinstalle de l'humain et une voix, là où le système de communication ne donnait que la page blanche et les signes imprimés. L'opacification textuelle est donc une parade à la standardisation du discours social. Paradoxalement, l'inintelligibilité est devenue promesse d'intelligence complice. Voici donc ce que j'ai essayé de démontrer depuis bien des décennies d'ailleurs. D'abord, que la présence de l'auteur doit être au cœur d'une poétique qui, comme la définissait déjà Valéry en 1937 dans son cours de poétique au Collège de France, doit permettre de comprendre comment l'auteur passe de l'indéfinissable du projet à sa détermination essentielle. La détermination essentielle, indéfinissable, c'est les mots de Valéry, grâce à l'action finie de l'écrivain ou de l'artiste en général. Car je le répète, il ne s'agit en aucun cas d'interpréter le texte, mais de reconstituer un processus de création, ce en quoi il s'agit bien d'une poétique octoriale. Mais, et c'est mon second point, et c'est si je puis me permettre, je diffère grandement avec la poétique de Valéry, cette poétique octoriale est elle-même en partie déterminée par les conditions historiques de la production littéraire. Il faut donc faire de la poétique historique pour faire de la poétique octoriale. Poétique historique, c'est un petit peu la méthode que je réclame pour ma propre pratique. Et en l'occurrence, donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le passage d'une littérature fondée sur l'idéal de la parole éloquente au nouveau modèle découlant de ce que les historiens appellent la révolution de la lecture, qui a placé le marché du livre au cœur du système littéraire depuis le XVIIIe siècle en Angleterre et tout au XIXe en France. Et la révolution de la lecture est une réalité historique qui a déterminé le plus l'évolution des formes littéraires. Bon, j'arrête là ma démonstration théorique pour terminer par un deuxième et dernier exemple. Alors, je vais me faire plaisir, j'espère que ça va vous faire plaisir, qui est en effet, en vérité, la découverte la plus spectaculaire que j'ai faite au cours de mes recherches sur les œuvres, avec toujours le plaisir un peu pervers, hein, c'est un peu ma spécialité, que je prends à trouver les secrets cachés dans les textes par leurs auteurs, et qui ne sont donc repérables que si, comme les profilers des séries policières d'aujourd'hui, on se place dans la tête de l'auteur. Vous allez voir cet exemple, et je crois spectaculaire. Cet exemple, ce sont Les Misérables de Victor Hugo. En apparence, le roman de Victor Hugo se présente en effet comme une énorme masse textuelle, fragmentée, hiérarchisée en parties, en livres et en chapitres, dont le nombre semble défier tout effort de synthèse. Le roman comporte 5 parties, comprenant eux-mêmes de 8 à 15 livres, de 67 à 76 livres. Ce qui fait que lorsqu'on veut désigner un chapitre des Misérables, on dit par exemple 1, 2, 6, c'est le 6e chapitre du 2e livre de la première partie. Puisque la numérotation n'est pas continue, mais comme il est logique, recommence au début de chaque livre. Alors par exemple, le 16e chapitre du roman, La prudence conçue à la sagesse, figure comme le chapitre 1 de 2, soit le 2e chapitre du 2e livre de la première partie. En revanche, alors je suis un, c'est comme on dit robot, enfin, je compte, un ariclomanie, je ne sais plus quoi, enfin moi je compte mais pas aussi, je compte, j'adore compter. Et donc, si l'on choisit d'ignorer cette numérotation à 3 niveaux, on constate que les 5 parties de l'œuvre réunissent respectivement 70, 76, 76 et 67 chapitres. Et si vous faites l'addition, vous arrivez à 365 chapitres. 365 chapitres, c'est-à-dire autant de chapitres que de jours dans une année non bissextile. La coïncidence est évidemment trop improbable pour être attribuée au hasard. Alors, je ne suis pas le premier à l'avoir vu. Un autre Hugonien a dit « ce n'est pas un hasard ». Si, oui, c'est pas un hasard, mais alors c'est quoi alors? Je vais vous dire. Alors, j'ai essayé plusieurs choses, mais il faut supposer derrière cette forme d'hermétisme numérique un code calendaire. Le premier chapitre correspond au 1er janvier, le deuxième au 2 janvier, et ainsi de suite jusqu'au dernier qui ferait le rôle du 31 décembre. Mais l'essentiel reste à faire, donner sens à cette forme de cryptage et ainsi en fournir une confirmation d'ordre herméneutique, et c'est donc la solution que je vais vous proposer en passant toutes les hypothèses que j'ai écartées en estimant qu'elles n'étaient pas intéressantes. Imaginons donc que Victor Hugo ait consigné par ce code calendaire les dates fondamentales de sa vie. Celles-ci correspondraient à des chapitres significatifs du roman avec lesquels
elles entrent très bien un rapport d'analogie. Alors pour vérifier cette hypothèse, il convient d'abord de partir des événements majeurs de la vie de Victor Hugo, du moins de ceux que nous connaissons. La restriction est importante, bien sûr, pour rechercher à quel chapitre ils correspondent, et puis de procéder à la démarche inverse, en allant des chapitres qui paraissent essentiels dans le roman, pour voir à quoi ça correspond dans la biographie de l'écrivain. Et deux exemples particulièrement significatifs, donc je vous épargne les autres, mais il y a d'autres applications, suffiront à montrer, je crois, que l'hypothèse calendaire se révèle exacte. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ont lu, tout le monde connaît à peu près l'histoire. À un moment du récit, Jean Valjean, qui élève Cosette à Paris, vient de remarquer l'assiduité du jeune Marius au jardin de Luxembourg, jardin de Luxembourg, c'est peut-être dangereux, décide, autant par jalousie que par prudence, de séparer les deux jeunes gens et de déménager dans une maison discrète de la rue Plumet, qui est entourée d'un jardin. Marius retrouve cependant la trace de la jeune fille, s'introduit dans le jardin et dissimule sous une pierre un manuscrit étrange. Le titre du chapitre où figure cet épisode, 454, un cœur sous une pierre, évoque même plus l'image funèbre de la pierre tombale que les émois adolescents. Et le texte de Marius mêle en effet, Marius qui est un tout jeune homme, mêle en effet aux réflexions attendues sur l'amour de nombreuses références aux anges et à la mort. Donc voici quelques exemples. La réduction de l'univers à un seul être, la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu, voilà l'amour. L'amour, c'est la salutation des anges aux astres. C'est une chose étrange, savez-vous cela, je suis dans la nuit, il y a un être qui semble allant à emporter le ciel. Et cela encore, c'est le petit Marius qui parle. Oh, si je me permets, excusez-moi. Oh, être couché côte à côte, dans le même tombeau, la main dans la main, et de temps en temps dans les ténèbres nous caresser doucement d'un doigt, cela suffirait à mon éternité. Au chapitre suivant, Cosette, qui a lu le manuscrit, entre en rêverie, c'est le titre du chapitre 1, Cosette entre en rêverie. Marius, qu'elle croyait perdu pour elle, renaît de l'absence, et de fait, ces retrouvailles prennent l'allure d'une résurrection, je cite, « Ce manuscrit où elle voyait plus de clarté encore que d'obscurité, lui faisait l'effet d'un sanctuaire entrouvert. » Qu'était-ce que ce manuscrit? Une lettre. Lettre sans adresse, sans nom, sans date, sans signature, présente et désintéressée, énigme composée de vérité, etc. Cela avait été écrit le pied dans le tombeau et le doigt dans le ciel. Or, ce chapitre, Cosette après la lettre, est le chapitre 4, 5, 5, c'est-à-dire, selon le code calendaire, le 4 septembre, jour anniversaire de la mort de Léopoldine, fille aînée de Victor Hugo, à laquelle était déjà consacré en 1856 le recueil des Contemplations. Le fantôme de la morte est ainsi inscrit au cœur du roman et en constitue au moins en partie l'énigme. Et la coïncidence ainsi que le jeu de mots sur le mot pierre confirme, je crois, sans ambiguïté, le cryptage numérique. Or, ceci prouve non seulement que le couple Jean Valjean-Cosette représente le couple Hugo-Léopoldine, ça on l'avait compris, mais aussi le couple Marius-Cosette, ce qui est beaucoup plus troublant. Et je vous avoue que je suis moi très troublé par la façon dont Hugo parle de Léopoldine, mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je n'en parlerai pas, j'en ai pas compte. D'autres exemples pourraient corroborer la présence du code calendaire, mais j'en présenterai bientôt un deuxième, celui que je viens de présenter, donc permet déjà de caractériser ce que j'appelle l'hermétisme autobiographique, qui consiste à faire dépendre la pleine compréhension d'un fait textuel de faits autobiographiques qui ne sont a priori connaissables que de l'écrivain et de ses proches, excluant partiellement le public de la communication littéraire, si bien que l'un des sens de l'œuvre, l'un des sens, et celui, peut-être, qui touche le plus à son auteur, est mis hors de portée de ceux à qui elle est en principe destinée. Plus d'un siècle après Hugo, le procédé sera d'ailleurs explicité par Georges Perec, qui parle de l'encryptage, de l'inscription complètement encryptée, et qui serait la notation d'éléments de souvenirs dans une fiction, mais à l'usage pratiquement interne. Là, je citais Perec. Et il ajoute, je veux dire qu'il n'y a que moi et quelques personnes qui peuvent y être sensibles. Ce qui veut dire que ça ne puisse pas le sens du tout, moi, mais simplement, je dis, voilà, Victor Hugo a fait ça. Alors, on pourrait d'ailleurs objecter que le cas d'hermétisme numérique relevé dans Les Misérables n'intéresse que les spécialistes de Hugo, les curieux ou les érudits, sans rien ajouter à la compréhension de l'œuvre. Parce que notez bien que ce cryptage n'est pas dans les lettres, dans les mots utilisés, c'est purement numérique. Mais le décodage des phénomènes hermétiques, indépendamment de sa contribution à la démarche interprétative, permet de mieux comprendre les mécanismes génétiques. Et là, on retrouve la poétique octoriale. De ce point de vue, il est d'une importance capitale de connaître le code calendaire pour analyser concrètement
les étapes successives qui, de 1845, il commence à écrire Les Misérables en 1945, jusqu'à la publication en 1862, ont mené à la composition du roman, au remaniement du manuscrit et à son découpage en chapitres intervenu très tardivement. Parce qu'il a d'abord écrit le roman et ensuite fait le découpage. Je suppose que l'idée du cryptage, il l'a eu assez tard, et donc il s'est dit, voilà, il faut que ça aille. Et donc il a dû ajouter des chapitres, fragmenter des parties, etc., pour que ça dise quelque chose. Donc cet effet de cryptage a des effets structurellement fondamentaux sur l'écriture et la nature même de l'œuvre qu'on lit. Il est essentiel pour mieux comprendre aussi les mécanismes, les processus psychiques à l'œuvre, de savoir que Victor Hugo a voulu intégrer à sa fiction l'hermétisme calendaire, puis qu'il ait pris soin d'engommer toute trace sur les manuscrits qu'il a légués à la Bibliothèque nationale, puisqu'il a légué tous ces manuscrits, et vous imaginez dans les brouillons ce qu'il a dû faire, il n'y a aucune trace absolument de ce processus. Réduire l'usage hugolien du code à une anecdote intime reviendrait d'ailleurs à nier le rôle littéralement structurel que joue tout au long de l'œuvre hugolienne, et dans Les Misérables en particulier, l'imbrication de l'écriture intime et de l'engagement historique. Enfin et surtout, il existe un phénomène d'hermétisme dans Les Misérables, dont le décryptage est cette fois indispensable. Je ne dirais pas la compréhension ultime du roman, mais de ce qu'il a voulu faire aussi dans ce roman. Notons pour commencer que le roman, paru en 1862 pendant cet exil que Hugo a consacré à combattre Napoléon le Petit, vous savez combien l'exil est fondamental dans la construction de Victor Hugo, ne comporte aucune référence explicite au régime impérial. Napoléon III est totalement absent du roman. Alors vous me direz que l'intrigue s'arrête en 1833, mais c'est pas ça qui aurait empêché Victor Hugo de faire des allusions, il se permet tout dans ses œuvres, et donc ça ne représentait aucune difficulté. Et cette apparente abstention est donc a priori peu conciliable avec le caractère testamentaire que Hugo a voulu donner à son œuvre. Et en fait, Napoléon III est bien présent dans Les Misérables, à condition de passer par le code calendaire. Alors, après la prise de la barricade de la rue de la Chambrerie, sur laquelle se trouve Marius, on se rappelle, je vous dis, que Jean Valjean sauve Marius en passant par les égouts de Paris. Ces égouts qui, dans l'imaginaire hugolien, représentent le résidu matériel et inerte dont la masse fait obstacle au mouvement du progrès. Il y a de très belles pages de Victor Hugo sur l'égout. L'égout, c'est le Second Empire, on voit, mais on voit très bien ailleurs dans les châtiments, etc. Dans le chapitre 5.3.8, le pan de la vie déchiré, Jean Valjean sauve donc Marius en passant par les égouts de Paris. Donc dans l'imaginaire hugolien, je l'ai dit, l'égout, réceptacle d'immondices enfouis sous le sol et l'envers hideux de la ville, l'égout est la face négative et corrompue de l'humanité. Et donc je le répète, cette allégorie est abondamment glosée par Victor Hugo. En chemin, l'ancien bagnard croise l'horrible Thénardier, qui a fait de l'égout son gagne-pain et qui le rançonne. Et donc, pour une barrière, une grille est fermée, et pour pouvoir passer, Jean Valjean doit donner quelques pièces. Thénardier ouvre la grille à Jean Valjean qui s'échappe du sous-sol parisien. Or, ce chapitre 5.3.8 est aussi le 336e, soit, selon le code calendaire, le 2 décembre, le jour de ce coup d'État contre lequel Hugo a vainement lutté et qui l'a contraint à l'exil. Le cryptage permet d'accéder à l'allégorie politique que Victor Hugo a dissimulé le roman, et je répète que ça n'exclut absolument pas évidemment les interprétations que l'on fait lorsqu'on lit le roman, bien entendu, mais on voit ce qu'il a voulu faire. L'égout est la société bourgeoise du Second Empire, immobile et compromise. Quant à Thénardier, qui a commencé sa carrière comme un détrousseur de soldats sur les champs de bataille du Premier Empire, et qui donc veut obtenir le bénéfice de la gloire de l'Empire sans la mériter, il représente Napoléon III. L'un et l'autre revendiquent l'héritage héroïque de Napoléon, dont ils ne sont que les profiteurs, symbolisant, englouis dans le cloaque de l'égout, la tyrannie de la matière ténébreuse, alors que Napoléon Ier faisait triompher le, je cite, règne de la matière splendide. Et du même coup, le décodage de l'hermétisme numérique éclaire le dénouement. On pouvait s'étonner qu'après le geste magnifique de Jean Valjean, le roman s'achève par une médiocre histoire de jeune bourgeois borné. On est toujours étonné, ce Marius c'est un petit con, hein, il est sauvé par Jean Valjean, non mais c'est très étonnant. Ça n'a pas de sens, ça n'a absolument aucun sens. Mettant à la porte son bagnard de beau-père après avoir joué un révolutionnaire exalté, mais on comprend si Jean Valjean et Victor Hugo, et Marius, c'est l'incarnation de la bourgeoisie libérale qui a pris son parti d'empire et qui se rallie au moment de l'empire libéral, puisque Victor Hugo n'a jamais voulu revenir en France, exactement comme Picasso ne voulait pas revenir avant le rétablissement de la République, donc il n'est jamais revenu. Et c'est pour ça que
Baudelaire a écrit des signes et les a dédiés à Victor Hugo, parce que Baudelaire félicite Victor Hugo de refuser l'amnistie. Là encore, hein, les allusions sont très concrètes si on se remet dans l'époque. Bref. Donc, Jean Valjean et Victor Hugo, et Marguerite, je l'ai dit. Cependant, le plus extraordinaire n'est pas ce que cache le roman, mais pour elle-même, et c'est seulement ce que je voulais souligner ici, la décision littéraire qu'a prise son auteur de le cacher, de ne pas textualiser son secret, et de le laisser dans sa forme de parole secrète et absolument privée. Il ne pouvait pas savoir qu'il allait tomber sur moi, si je puis dire. Hugo a opéré... J'ai trouvé ça lorsque Les Misérables, ça peut vous faire rire, n'est-ce pas? J'ai pas de... Non, c'est pas là. Lorsque Les Misérables ont été prendre de l'agrégation dans les années 90. Hugo a opéré très tardivement, disais-je, la division en chapitres, à l'extrême fin du travail d'écriture et de relecture. Donc, comme je l'ai dit, il est probable que, justement parce qu'il avait pris à un moment donné la décision de distribuer la masse narrative en 365 chapitres, il a gardé pour la fin le découpage. Donc, comme si Hugo voulait s'en remettre à la seule force de subjectivation de son écriture pour retrouver l'auteur tapis dans l'ombre de son texte et à de futurs lecteurs de bonne volonté. Donc, invité non pas à tuer l'auteur selon la formule de Barthes, hein, c'est inutile, Hugo est mort depuis 1885, comme vous le savez, mais au contraire à le ressusciter dans les marges de son texte. Voilà, et j'en ai fini. Merci beaucoup pour cet exposé qui était extraordinairement dense. Je l'ai pu noter frénétiquement, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais venir, mais... est-ce que vous pouvez forcer votre voix le plus possible, parce que le micro ne va... Ou alors venir ici, si vous voulez, comme vous préférez. Parce que le micro baladeur ne marche plus. Je voulais demander de revenir un peu sur la forme des Misérables, et En quoi? En quoi le code calendaire l'écrirait? Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Bah là, c'est fondamental, c'est que vraiment, Les Misérables, vraiment pour Victor Hugo, c'est l'œuvre testamentaire, surtout qu'il avait été assez malade avant, etc. Donc, il y a tout dans Les Misérables, et c'est très étonnant qu'il n'y ait pas dans Les Misérables la référence à son engagement face à l'histoire. Enfin, et que donc, il ne pouvait pas le dire dans son roman, pour le coup, pour des questions de censure. Il veut que son roman se vende, et donc il évite toute allusion, c'était fait déjà pour d'autres œuvres, pour ses autres romans, et donc il contourne cette interdiction en l'inscrivant dans son roman, puisque donc, je crois qu'assez clairement, la sortie de l'égout, c'est la sortie de l'Empire, Thénardier, c'est la figure de Napoléon III, et ainsi de suite, et Jean Valjean, c'est évidemment, je dirais, Victor Hugo. Mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'effacement de ça. Il y a un processus de création, c'est un petit peu comme si il avait construit un échafaudage pour faire son roman, il enlève l'échafaudage, il reste le roman. C'est plus ce geste-là que je trouve intéressant pour la question de l'auteur, que même si c'est quand même très rigolo cette histoire-là, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez, j'ai un certain nombre d'œuvres comme ça, mais Les Misérables, c'est spectaculaire, parce que Victor Hugo est quelqu'un qui écrit de façon très claire, hein, c'est pas Mallarmé, il cache pas les choses, c'est une œuvre qui parle à son public, et en même temps, il y a quelque chose qui est caché, mais c'est le Victor Hugo qui faisait aussi tourner les tables dans les années 54, 53, 55. Hein, et quand il faisait tourner les tables et qu'il appelait les personnes mortes, Léopoldine, même Dieu, Jésus, etc., il y croyait. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux voir. Alors, moi, peut-être, je me demande si tu pourrais revenir sur le fait que, parce que
tu as analysé tout ce qui concernait le pôle de l'auteur et la manière dont ce que tu appelles le passage de la littérature discours à la littérature texte, sur lequel tu pourrais peut-être revenir, parce que c'est allé très très vite, sur la manière dont ça a changé, la manière d'écrire, mais est-ce que tu pourrais revenir sur ce que ça implique du côté du lecteur? Est-ce que ça modifie notre manière de lire, enfin, la manière de lire des contemporains et la nôtre par extension? Oui, alors c'est une grande question, donc je vais aller très vite, effectivement. Effectivement, je crois que c'est l'évolution la plus fondamentale de l'histoire de l'esthétique littéraire. C'est le moment où la littérature n'est plus pensée sur le modèle du discours, de la parole, ou du discours écrit, et qui passe par le livre lu. Alors les conséquences, c'est très simple, il y a deux conséquences. Le lyrisme intime, parce que la poésie était essentiellement, sous l'Ancien Régime, un mode de communication mondain. On lisait des pièces séparées dans les salons, on les publie dans des recueils collectifs, etc. Mais désormais, une fois qu'on est seul chez soi, que dans le secret de son appartement bourgeois, par exemple, un homme et une femme surtout lit la poésie, ça modifie profondément le rapport à la poésie. Et on ne peut pas comprendre le lyrisme romantique et tout le lyrisme moderne sans voir l'importance prise par le recueil. Et de même, le roman à la troisième personne, il y en a un petit peu dans la Princesse de Clèves et ça, mais grosso modo, le roman d'Ancien Régime, c'est quelqu'un qui dit « attendez, je parle », puisque la littérature est pensée comme acte de discours. Le roman, ce n'est pas du discours. Le roman d'emblée, c'est des livres qu'on lit. Donc lorsqu'on doit écrire des romans, eh bien, il faut imiter des actes de discours. Donc on fait des romans épistolaires, on fait des romans conversationnels, mais l'effacement d'un roman, c'est extraordinaire. Vous êtes au cinéma, le noir se fait, l'histoire se projette, et vous êtes une médias res, vous ne demandez pas pourquoi il y a Superman, etc. Le roman, c'est la même chose. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez intégré une convention tout à fait extraordinaire de ne pas être étonné par une histoire qui se raconte sans narrateur, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas de narrateur. C'est une révolution anthropologique. Et elle est liée aussi à l'émergence des médias, alors je ne vais pas me lancer dans ça, mais il faut prendre la mesure de ce que représente cette chose. De même que la lecture à voix silencieuse, vous savez tous que dans l'Antiquité, on parlait à voix haute, on ne savait pas lire silencieusement, sauf des petites traces, enfin en gros non, c'est le christianisme qui a inventé la lecture silencieuse, et que le fait de lire silencieusement a révolutionné aussi notre rapport à la littérature. Donc je pourrais parler très longuement de ces grandes révolutions, effectivement, d'anthropologie historique, qui ont modifié le rapport à la littérature, mais c'est pourquoi séparer la réflexion sur la littérature des conditions historiques de ce que j'appelle la communication littéraire, c'est, je crois, ne pas comprendre l'essentiel. L'essentiel se joue d'abord dans la promotion du livre, et ensuite, que faisait un écrivain? En gros, il racontait ce qui lui passait dans la tête. S'il avait une histoire, il inventait une histoire. S'il voulait faire un grand traité de philosophie, etc. Maintenant, nous, ce qu'on attend de la littérature, essentiellement, c'est la littérature qui représente le monde. Bon, il peut parler de lui-même. La littérature a une fonction d'abord de représentation du réel. Alors, cette fonction de représentation du réel n'a commencé à exister en littérature qu'avec l'émergence des médias, du journal au XVIIIe siècle, et ensuite, effectivement, de sociétés démocratiques. Mais l'idée, c'est pas, Montaigne ne parle absolument pas de son époque, il est dans sa bibliothèque, il est tranquille, et il réfléchit à ses idées. Ça aussi, c'est une révolution fondamentale. Donc, la révolution du livre et la révolution de la culture médiatique qui fait que désormais la culture a une fonction de représentation du réel, c'est absolument essentiel. Ce qui fait que d'ailleurs, entre parenthèses, Rancière qui dit qu'on passe de la représentation à l'expression est historiquement totalement faux, parce qu'il passe d'Aristote aujourd'hui, mais Aristote est marginal par rapport à l'importance de la rhétorique. La littérature, pendant des siècles, est un siècle de l'expression, c'est-à-dire de l'argumentation, de l'expression de ce qu'on a dans la tête. Voilà quelques idées qui s'ajoutent à ce que j'ai dit. Et sur cette question, et là on s'éloigne de la question de l'auteur, mais de prendre en considération toutes ces réalités historiques qui déterminent de l'intérieur la littérature. Autrement, une histoire littéraire qui n'est qu'une succession d'œuvres, de mouvements, etc., c'est rien. Ça méconnaît la quintessence même du fait de l'historicité de la littérature. L'historicité de la littérature prend en compte des mutations socio-historiques fondamentales, mais elle les inscrit au cœur même des textes, et non pas comme une sorte de contexte qui sera la périphérie des œuvres. Voilà. D'autres? Oui. Est-ce que je vais peut-être réussir à vous l'apporter plus souvent? J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit au début de la communication. Est-ce que
envisager un rapport du lecteur au texte sans forcément inclure l'auteur, parce que, par exemple, vous aviez dit, au début de la communication, que le style de l'auteur était une des premières caractéristiques de la présence indéniable de l'auteur dans l'œuvre. Et vous aviez pris comme exemple Flaubert en disant que, comme c'est un écrivain, quand même une des caractéristiques principales est l'impersonnalité, on pouvait, quand on disait du Flaubert, on reconnaissait que c'était du Flaubert, et quand on disait Baudelaire, on reconnaissait que c'était Baudelaire, etc. Mais si on fait l'expérience de pensée, et même sans faire une expérience de pensée, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, mais un lecteur, par exemple, qui n'a pas de connaissances extensives sur Flaubert, un lecteur qui lit pour la première fois Flaubert sans en avoir réellement entendu parler et sans avoir lu d'autres œuvres, il a un rapport au texte, il a un rapport indéniable au texte. Est-ce qu'il peut aussi sentir la présence de l'auteur, ou est-ce que pour ça, il faut qu'il lise d'autres œuvres, ou qu'il ait des informations extérieures? Bon, alors, d'abord, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le lecteur n'a pas à se préoccuper de l'auteur. Je suis parti de là. Moi, je ne fais pas un travail de lecture. Je ne considère pas que mon métier est de lire ou de faire lire des œuvres. Mon métier n'est pas de les lire, puisque je les lis chez moi, et n'est pas de les faire lire, puisque vous faites ce que vous voulez. Mais, donc ça, c'est une chose, c'est très important. Moi, mon métier, c'est autre chose. Je me présente comme un historien de la littérature, c'est-à-dire que j'explique des mécanismes que j'ai compris et qui ont des conséquences sur des œuvres en particulier. Deuxième chose, ce que vous suggérez comme hypothèse est une hypothèse irréelle. Parce que personne ne lit un roman de Flaubert sans avoir entendu parler de Flaubert avant, parce que c'est vraiment trop pernicieux pour un lecteur d'aujourd'hui. Et justement, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Notre rapport à la littérature classique est un rapport qui passe toujours par la médiation d'un discours sûr. C'est ce qui est très compliqué d'ailleurs. Alors évidemment, on construit une idée de son Flaubert, et en gros, c'est pour ça que les spécialistes d'ailleurs d'un auteur s'entendent souvent assez mal, parce que chaque spécialiste croit qu'il est le seul à avoir un rapport intime avec son auteur que les autres n'ont pas compris. Donc, mais il n'empêche que comme disait Benjamin, l'aura d'un auteur, si vous voulez, participe du plaisir qu'on éprouve à lire un auteur. C'est absolument fondamental. Même que lorsqu'on va voir au cinéma un acteur connu, etc., on est déjà ému parce que cet acteur est connu et que s'il n'est pas connu. Bon. Donc de toute façon, c'est une situation assez réelle. Alors cela dit, troisième chose, oui, évidemment, tout lecteur a plaisir. Moi, je suis comme Proust, en tout cas pour un certain type de littérature. Je pense que ceux qui lisent des romances ou des romans de science-fiction, une série, etc., ce qu'on appelle la littérature de genre, se préoccupe pas de la personne de l'auteur. Et je dirais que il y a tout un type de littérature où le plaisir consiste à fantasmer la figure de l'auteur, et tout un type de littérature aussi honorable d'ailleurs, où ça n'entre pas en ligne de compte. Mais évidemment qu'on n'a pas besoin de savoir des choses ni quoi que ce soit. Et je reviens à ce que je disais à l'instant, toute œuvre littéraire n'implique pas ce rapport de construction fantasmatique, encore une fois, de la figure de l'auteur. Y a-t-il d'autres questions? Ah, alors je vais essayer, mais vous étendez le... Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'on ferait des œuvres anonymes dont on ne saurait jamais l'auteur? Comment on détecterait une présence de l'auteur sans savoir qui a écrit? D'abord, c'est une œuvre anonyme. À notre époque, une œuvre où il n'y aurait pas il peut y avoir un pseudonymat, mais un texte sans auteur, on est très intrigué. Et donc, qui est cet auteur qui a écrit telle ou telle chose? Ça vous arrivera peut-être un jour, je ne sais pas, à l'occasion de, je ne vous souhaite pas d'héritage ou etc., vous découvrez un document qui a écrit ça, etc. Donc là, l'auteur secret, il y a une sorte d'excitation. Alors la question, bon, Foucault a bien parlé de ça, vraiment, sur le texte de Foucault, qu'est-ce qu'un auteur, et dans sa première partie, très, très astucieux. La deuxième partie, c'est de dire, bon, il y a deux sortes d'auteurs. Les petits auteurs, c'est les auteurs littéraires, et les vrais génies, c'est les philosophes, Freud et Marx. Mais là, bon, si on oublie la deuxième partie de l'auteur, où à nouveau le narcissisme disciplinaire prend le pas, il arrête de penser. Mais dans la première partie, il
dit bien qu'il y a, selon les époques, des auteurs qui sont considérés comme anonymes ou pas. Les théologiens, ils sont, bon, signent quelque chose, mais les romans étaient considérés comme des œuvres qui ne méritent pas d'être signées, etc. Donc voilà, il y a des alternances. Disons que pour nous, le romantisme a commencé. Le romantisme, en gros, c'est la culture de notre société libérale. Donc on est encore en plein romantisme globalement, avec des variantes, mais et c'est profondément lié à la figure de l'auteur, de l'origine, là, comme disait Jérémy. Donc l'œuvre anonyme est une sorte de pathologie de l'autorialité. Et donc les malades, c'est toujours intéressant, les maladies. Ah. Oui. Pardon, donc vous parliez de la présence de l'auteur dans des genres ou des styles qui sont narratifs ou lyriques, mais moi je me posais la question, de quelle place et quelle analyse on peut en tirer pour de la littérature qui est plus dramatique. Enfin, je vous parlais pas énormément de théâtre, voire pas du tout. Et pourtant, il y a quand même cette présence de l'auteur qui peut être à la fois absconditus, comme vous le disiez, comme vous essayez de le prouver avec Hugo, où l'auteur peut vouloir se montrer, vouloir se cacher. Enfin, je pense à Molière qui essaie de dissimuler un peu les mêmes dans ses pièces, etc. Est-ce qu'on peut pas faire la même analyse, ou est-ce que ça requiert une analyse différente? Enfin, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est la question que je me posais. Je pourrais laisser ma collègue répondre, elle le sait. Non, je ne parle pas du théâtre. Parce que moi, je suis lié au livre, et je connais que le théâtre, le théâtre est un spectacle, a une autre logique, etc. Mais alors, le théâtre classique, c'est une autre chose. Parce que le théâtre classique, c'est en réalité de l'éloquence mise en spectacle, mise sur scène. Enfin, c'est un spectacle de la parole. Mais en revanche, en effet, c'est une grande lacune dans ma réflexion. Je parle très très peu du théâtre, mais si je devais la justifier, je dirais des horreurs. Alors je ne sais pas.